Bonjour. Cette capsule de développement de carrière et de vie au travail porte plus particulièrement sur l'expérience d'épuisement professionnel. Au Canada, les absences causées par des problèmes de santé mentale entraîneraient, semble-t-il, des pertes de revenus de l'ordre de 4,5 milliards de dollars par année, notamment selon l'Association canadienne pour la santé mentale. Au Québec, c'est 25 des travailleurs qui affirment ressentir quotidiennement un stress élevé dans leur vie. Dans les environnements de travail modernes, le principal indicateur de bien-être, faible ou absent, est l'épuisement professionnel, couramment appelé par son terme anglais burn-out. L'épuisement professionnel ou le burn-out n'est pas un état pathologique ou une maladie, mais ce qu'on appelle un syndrome qui résulte d'un stress professionnel prolongé dans une situation chronique de déséquilibre entre les exigences et les ressources du travail. L'épuisement professionnel exprime l'incapacité émotionnelle, physique et mentale de l'individu à faire face aux demandes de son environnement car il a atteint les limites de l'effort qu'il peut investir dans sa tâche professionnelle. Au cours de cette capsule, je vous propose une conversation avec 3 personnes professionnelles intéressées à la question de l'épuisement professionnel ou qui accompagnent des personnes traversant une telle épreuve en vue d'un mieux-être au travail. Donc, ensemble, nous allons aborder 4 grandes questions, à savoir qu'est-ce que l'épuisement professionnel et qu'est-ce que ce n'est pas. Ensuite, nous allons traiter de qui est la personne en épuisement professionnel qui vient consulter une personne conseillère d'orientation. Cela nous amènera à une 3e question qui portera sur comment se passe justement un processus d'accompagnement d'une personne en épuisement professionnel. Et enfin, nous aborderons dans une vision de perspective, aujourd'hui, à l'entrée de l'année 2023, comment devrait-on mieux penser l'épuisement professionnel? Sans plus tarder, allons rejoindre nos collaborateurs. Nous voilà donc rendus à ce tour de table, cette discussion qu'on va avoir là au niveau de l'épuisement professionnel en contexte de développement de carrière et de vie au travail. J'ai avec moi des professionnels intéressés à ce secteur-là, donc 2 conseillères d'orientation ainsi qu'une professeure qui enseigne et fait de la recherche au niveau du développement et du counseling de carrière. Je vais les inviter à se présenter avant d'aller plus loin. Donc, on commence avec toi, Patricia. Bonjour tout le monde, je m'appelle Patrizia Villotti, je suis professeure au département d'éducation et pédagogie, section counseling de carrière à l'UQAM, donc l'Université du Québec à Montréal. Et aussi, je suis chercheuse associée au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Et l'épuisement professionnel fait les sujets principaux de mes intérêts de recherche. Et aussi, je m'intéresse à l'épuisement professionnel du côté des formations. J'enseigne en cours dans le cadre du programme de maîtrise en counseling de carrière à l'UQAM, sur notamment les sujets de la compréhension et la gestion de l'épuisement professionnel en développement de carrière. Voilà. Excellent, merci. De ton côté, Nathalie. Oui, ben bonjour à tous. Mon nom est Nathalie Martin, je suis conseillère d'orientation. Je suis présidente de la firme Enjeu Carrière à Montréal depuis 96. Alors, ça fait 30 ans que ouais, 30, 26 ans, je suis mêlée dans mes 26 ans que je travaille au niveau de la gestion de carrière. Je vous dirais que depuis déjà 15 ans, je travaille principalement avec des gens qui sont en épuisement professionnel, puis aussi des gens qui ont eu des accidents de travail. Par contre, depuis là, les 5 dernières années, je ne fais uniquement là, des gens qui sont qui traversent un épuisement professionnel, une dépression ou des problèmes de santé. L'épuisement professionnel, c'est vraiment un champ d'intérêt personnel et professionnel et je trouve ça je trouve ça vraiment être privilégié de pouvoir travailler auprès de cette clientèle-là puis les aider à pouvoir passer à travers une épreuve qui est pas facile dans une carrière à faire. Ben, merci, Nathalie. Et finalement, on a Amélie. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Amélie Gendron, je suis conseillère d'orientation depuis 18 ans.
Euh, je m'intéresse principalement, en fait, spécialisée en santé mentale. J'ai touché tous les secteurs, je pense, possibles, oui, pas je pense, possible comme CO. Euh, j'ai principalement ma pratique privée à la clinique de la santé psychovocationnelle et également, je travaille en santé mentale dans un CIS. Donc, l'épuisement professionnel, un peu comme Nathalie, j'ai un intérêt personnel et professionnel. Donc, c'est une grande partie de ma clientèle que je rencontre depuis plusieurs années. Puis, je trouve que c'est vraiment important d'être accompagné pour pouvoir dénouer parce qu'il y a des possibilités de dénouer ces situations-là puis de revivre après ça. Voilà. Excellent. C'est un beau message pour débuter. Parlant de débuter, ben, on va débuter ensemble par une première question sur laquelle on va échanger. Donc, je vais vous la nommer. La voici. Ce serait de savoir ensemble, qu'est-ce que l'épuisement professionnel au juste? Donc, qu'est-ce que c'est? Puis, en même temps, du même coup, qu'est-ce que ce n'est pas? Donc, à ce propos, je débuterai avec notre experte chercheur, Patricia, sur le sujet. Qu'est-ce que l'épuisement professionnel? Disons que malgré sa simplicité, cette question n'a pas de réponse facile. L'épuisement professionnel a fait objet d'intérêt et d'études à partir des années 70. Alors imaginez-vous, on a un demi-siècle de recherches sur les sujets. Imaginez-vous comment les concepts ont pu s'évoluer, ainsi que la société et les marchés du travail. Je dirais que aujourd'hui, dans le monde académique, une définition qui fait le consensus parmi les chercheurs euh, au niveau international, c'est le fait de voir l'épuisement professionnel comme un épuisement qui est dû à une exposition prolongée à des problèmes au travail. Donc, il s'agit d'un risque professionnel, d'un phénomène lié au travail. Et cette caractéristique d'être vraiment lié au travail, de être quelque chose qui se brise entre la relation entre un individu et son milieu de travail, qui peut nous aider à faire la distinction entre l'épuisement professionnel et d'autres manifestations cliniques similaires, comme par exemple la dépression. Donc, il faut toujours se rappeler que l'épuisement professionnel est un phénomène lié au travail et qu'il ne s'agit pas d'une pathologie, il ne s'agit pas d'une maladie, mais c'est plutôt un syndrome, donc un ensemble des symptômes qui trouvent leur origine dans une exposition prolongée à un état de stress professionnel, dans une situation chronique de déséquilibre entre des exigences et les ressources de travail. Autre chose que j'aimerais dire au sujet de l'épuisement professionnel, c'est que on ne peut pas penser à un burn-out, mais plutôt à une multitude d'états qui se manifestent de façon différente selon les individus et selon les situations vécues au travail. Donc, il ne s'agit pas d'un phénomène statique, mais c'est plutôt quelque chose qui évolue dans le temps. Donc, c'est plutôt un processus qui s'installe dans le temps à cause d'une exposition prolongée à des problèmes liés au travail. Et au niveau des manifestations de l'épuisement professionnel, on trouve une fatigue importante, une fatigue extrême, de la difficulté à réguler les processus émotionnels, des difficultés au niveau cognitif et un certain niveau de distanciation mentale. Donc, c'est ça ce que je peux vous dire au sujet de l'épuisement Et professionnel. qu'est-ce que c'est, et au travers de tout ça, est-ce que, si tu l'as peut-être déjà dit, mais qu'est-ce que ce n'est pas? Est-ce qu'on peut des fois confondre ça? Oui, le problème avec justement la difficulté de définir l'épuisement professionnel, ça mène à plusieurs enjeux, notamment au niveau de assurance, au niveau de billet médical pour pouvoir s'abstenir du travail lorsque la personne souffre d'un épuisement professionnel. Ben, les médecins, justement parce que l'épuisement professionnel n'est pas une maladie reconnue, c'est pas un état pathologique,
Généralement, on passe à travers diagnostics de dépression, de troubles de l'adaptation, qui sont des maladies qui sont reconnues et donc que les systèmes d'assurance peuvent accepter comme diagnostic. Mais la grosse différence qui peut faire la distinction de l'épuisement professionnel avec les autres diagnostics un peu plus présentes sur les marchés de travail, c'est vraiment l'épuisement professionnel, c'est un phénomène lié au travail. Donc, même si les manifestations cliniques peuvent être semblables à celles d'un trouble d'adaptation ou celles d'un épuisement, d'une dépression, ben, l'élément qui peut faire la différence, c'est vraiment le côté relation brisée entre l'individu et son milieu de travail. Les autres aspects restent fonctionnels dans l'individu. Excellent, mais je pense que tu nous aides à très bien mettre la table pour cette première question. Je vais enchaîner avec une autre question qui, elle, va mettre... Nathalie, tu voulais ajouter quelque chose? Ben, j'aime qu'est-ce que Patricia a dit, puis Il y a eu un... professionnel, oups, ça l'a coupé. Un épuisement professionnel, c'est aussi un sentiment d'une fatigue intense. Aussi, est-ce qu'il y a coupure? Oui, il y a coupure. Vraiment désolée, c'est peut-être moi, je sais pas. Désolée pour l'interruption Internet. Alors, j'aime aussi leur dire que les clients aussi, un épuisement, on le voit aussi par la perte de contrôle, puis le sentiment aussi de ne pas être capable d'atteindre les objectifs qui est demandé au travail. Alors, je trouve que ça représente aussi l'épuisement professionnel, cette fatigue, cette incapacité, l'impression de plus rien contrôler, puis de plus atteindre les objectifs qu'on leur demande, qui sont aussi des fois très discutables aussi. Parfait. Ben, merci, Nathalie. Amélie, tu voulais ajouter quelque chose aussi? Non, ça va, je trouve que ça complète très bien. Excellent. Ce qui va nous amener, de toute façon, je reviens vers vous deux, là, Nathalie et Amélie, parce que là, je vais avoir une question qui fait un peu référence à vous, là, comme praticienne qui travaillait avec des personnes en épuisement professionnel. Donc, ma deuxième question pour vous, ça serait la suivante, c'est la personne là qui vient vous consulter. Qui est la personne en épuisement professionnel qui vient vous consulter? Comment, dans quel état arrive-t-elle en début de processus? Comment elle pense d'elle-même, des autres, du monde? Que ressent-elle? Comment agit-elle? Comment interagit-elle? En fait, comment est-elle? Fait que je la répète comme telle, c'est qui est cette personne en épuisement professionnel qui vient vous rencontrer? Donc, à ce propos, je débuterai avec Amélie. Donc, qui est cette personne qui vient te rencontrer? Ben, c'est certainement, en tout cas, du moins dans le pire des cas, là, dans le pire des scénarios, une personne qui est dépassée. Tantôt, Patricia parlait d'exigences et de ressources, finalement. Ben, c'est certain, et Nathalie, d'incapacité à atteindre les objectifs. Donc, c'est d'être dépassé, que ce soit par une charge de travail, par une charge émotive, par cette brisure-là entre les ressources qu'on a et les exigences de l'environnement, donc on peut pas rencontrer. C'est quelqu'un qui peut être complètement démoli, sans espoir, mais surtout sans compréhension, je pense, de qu'est-ce qui se passe. C'est le flou. Il y a pas d'explication au début quand la personne arrive. Elle ne se l'explique pas. C'est pour ça qu'elle est là d'ailleurs. Il y a une estime de soi qui a été écorchée durement pour la plupart du temps. C'est quelqu'un qui ne voit pas de possibilité, n'entrevoit pas l'avenir. En fait, c'est le flou, c'est un mur finalement, je pense, mais qui cherche à comprendre. Évidemment, c'est quelqu'un qui va s'être probablement isolé aussi. Donc, voilà. Et de ton côté, Nathalie, est-ce qu'il y a des choses parmi ce qui est dit par Amélie ou des choses autres là, que tu pourrais dire dans ce que tu vis toi aussi là, depuis 26 ans, comme tu dis?
Je dirais, je supporte qu'est-ce que Amélie dit. Je dirais aussi que lorsque les clients arrivent, c'est des gens qui sont complètement confus. C'est des gens que leur niveau d'anxiété, de stress est encore très élevé par rapport, oh my God, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui m'est, tu sais, ils ont vraiment un sentiment d'avoir perdu toutes leurs compétences, leur confiance, leur capacité à travailler. Alors, beaucoup de confusion, beaucoup d'anxiété. Et là, souvent, ça les amène à avoir des pensées de catastrophantes. Je serai plus jamais capable de faire ça. Je serai plus jamais la même personne. Je serai pas capable de retourner travailler. Si je retourne, qu'est-ce que mes collègues... Alors, beaucoup de préoccupations personnelles, mais aussi un certain sentiment de culpabilité ou de honte, dépendamment. Il y en a qui vivent de la culpabilité, d'autres de la honte. Qu'est-ce que les autres vont penser de la culpabilité? Pourquoi j'ai lâché mon équipe? Pourquoi je suis tombée au combat? Alors, moi, j'ajouterais ça. Et beaucoup de doutes sur leur avenir professionnel. Alors, c'est sûr, ça les maintient malheureusement dans un état de stress et c'est pour ça qu'ils nous rencontrent et qu'ils rencontrent des psychologues pour, dans un premier temps, qu'on puisse apaiser cet élément-là pour... Mhm. OK. Patricia, quelque chose à ajouter là-dessus? Eh ben, je peux vous amener les portraits de la victime typique qu'on retrouve dans la littérature scientifique pour l'épuisement professionnel. Généralement, il s'agit de personnes qui sont performantes, qui sont excellentes, qui sont des étoiles au travail, qui sont très engagées, pour lesquelles le travail représente une priorité dans leur vie. Donc, ils ont la misère un peu à mettre la limite entre vie professionnelle et vie personnelle, pour lesquelles les résultats au travail est très important. Donc, il s'agit de personnes que l'organisation aime beaucoup parce qu'ils sont très productifs, très engagés, ils aiment ce qu'ils font. Et quand, malheureusement, avec les temps, s'installe cette difficulté, cette brise d'équilibre entre l'individu et les milieux de travail, ils sont complètement perdus. Et alors, je me retrouve avec le portrait que Amélie et Nathalie nous amènent, deux personnes qui ont perdu leur estime de soi, qui ont perdu leur sentiment d'efficacité, parce que c'est des personnes qui se reconnaissent plus dans ce qu'ils ont été. Donc, des travailleurs très performants, des travailleurs très engagés et productifs. Et si je peux amener le point de vue de l'organisation, c'est très triste pour les organisations de perdre ces personnes parce qu'ils sont vraiment des personnes qui ont donné tout à l'organisation et qui malheureusement se retrouvent dans un état de ne plus pouvoir donner. C'est un peu paradoxal, hein? C'est des gens qui ont donné beaucoup à l'organisation et c'est un peu, ont donné beaucoup dans le travail, c'est un peu ce qui les amène à en sortir, malgré eux. Ouais. Parfait. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. C'était intéressant. Là, on a mis la table sur qu'est-ce que l'épuisement professionnel, ce que ce n'est pas. Votre propos a permis de décrire un petit peu qui est la personne qui vient consulter. Maintenant, on fait quoi avec ces personnes-là? Donc, là, on va aller un peu plus dans l'intervention. Je vous poserai la question suivante. Comment se passe un processus d'accompagnement d'une personne en épuisement professionnel, plus particulièrement dans un contexte large d'orientation et de développement de carrière? Donc, comment se passe un processus d'accompagnement d'une personne en épuisement professionnel? Nathalie, peut-être? Je peux y aller, oui. Oui. Alors, comment un processus, pour moi, de mon côté, je commence souvent le processus plus par les amener à reconnaître leur niveau de stress, d'anxiété. Alors, la première chose que j'essaie de faire, c'est plus de travailler à arrêter, interrompre leur tourbillon de pensées négatives, de pensées, sensations, émotions négatives. Alors, je les amène beaucoup à prendre un pas de recul. Donc, j'utilise, malgré que je conseillère d'orientation, j'utilise beaucoup une approche de pleine conscience, de cohérence cardiaque, vraiment les amener à relaxer, amener à diminuer le système nerveux,
sympathique pour qu'ils arrivent plus dans le D'avoir, parasite. Beaucoup d'avoir plus une tard. meilleure disposition d'une certaine façon Exactement. au processus. Oui. Absolument. Puis après, vers quoi j'ai tendance à aller, c'est beaucoup les amener à se reconnecter. Dans un premier temps, c'est les reconnecter à dans quoi qui était bon, qu'est-ce qu'ils aimaient faire, qu'est-ce qui a bien été. Et je les amène souvent dans un processus, un continuum de voir avant que ça l'arrive, je veux pas tant savoir dans un premier temps, malgré qu'ils nous le disent, tout ce qui s'est passé qui fait qu'ils sont tombés, mais j'essaie de les amener un peu en arrière pour voir lorsque ça allait bien, qu'est-ce qui se passait. Les reconnecter à leurs bons coups, leurs forces, leurs compétences, les chimies qui allaient bien, pour qu'ils puissent après redéfinir qu'est-ce qu'ils veulent plus, et aussi et après, on est capable de plus construire qu'est-ce qui s'est passé qui fait qu'ils ont perdu contrôle et tout ça pour dire, OK, là, alors ça va leur donner des outils pour qu'est-ce que moi je veux, puis qu'est-ce qu'on veut tous, hein, c'est éviter les rechutes. On peut se casser une fois la jambe, faire une fois un burn-out, si on en fait deux, c'est comme, malheureusement, on en revient, sauf lorsqu'on se blesse une deuxième fois, la blessure est toujours un petit peu plus profonde. On essaie d'éviter ça parce que ça prend plus de temps à s'en relever. Alors, je te dirais que c'est beaucoup de recadrer leur perception de qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'ils puissent reconnaître qu'est-ce qui leur appartient, qu'est-ce qui appartient aux autres, puis après, comment ils peuvent mieux avant de les amener à mieux conjuguer avec le retour au travail, ça l'amène souvent les gens à se dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne chez mon employeur ou est-ce que je m'en vais vers un autre employeur ou un autre domaine? Alors souvent, on ne sait jamais lorsqu'on commence un processus avec eux vers quelle direction ça va aller, mais pour moi, je laisse toujours la possibilité, puis des fois, je leur dis, regarde ton travail, on sait qu'il existe, il est là. Mettons-le de côté, prenons le temps de voir qui tu es, qu'est-ce que tu veux, puis après on verra, est-ce que c'est mieux que tu retournes là? Est-ce que c'est dans une autre organisation qui serait préférable? On pèse les pour, les contre, ou est-ce qu'il y a autre chose qui émerge? Et ça permet vraiment de faire un entonnoir pour explorer toutes les choses, pour les ramener à dire, ben, qu'est-ce que je veux? Si je retourne, qu'est-ce que je vais faire de différent? Si je m'en vais ailleurs, qu'est-ce que j'ai appris? C'est quoi les leçons que j'en tire, puis qu'est-ce que je vais faire attention? Puis oui. Excuse-moi, vas-y. Non, j'ai terminé. Ben, ce que j'entends, je m'en vais dire, ce que j'entends, puis je pense pour quelqu'un qui visionne cette capsule, c'est que c'est vraiment l'idée de processus. C'est que tu reçois quelqu'un qui arrive dans un état donné, pas à son mieux nécessairement. Tu vas l'aider à se recentrer, se reconnecter, retrouver une partie d'elle-même qu'elle a peut-être mise de côté, perdu un peu de vue, ou avoir l'impression qu'elle n'est plus alors qu'elle a encore des choses en elle. J'ai bien aimé aussi dans ce que tu dis l'importance de la disposition, parce que quand on est envahi, on est encore envahi émotionnellement dans nos pensées à différents niveaux, ben se déposer dans une action où on nous demande de réfléchir sur soi, ben, ça prend une certaine disposition. Puis, au travers de tout ça, j'entendais que tu amènes la personne progressivement à redéposer des blocs d'identité qu'elle possède. Et le dernier point, c'est qu'il y a toujours l'enjeu, comme tu disais, je retourne-tu ou je retourne pas, entre autres, mais il doit y avoir une intensité aussi là-dedans. Des fois, ça doit s'accompagner. Je te pose la question d'aller à Amélie, mais la personne qui pense au retour, des fois, pour certaines personnes, ça doit être source de peur, d'appréhension. Est-ce que tu rencontres ça? Ouais. Oui, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'anxiété au retour. Moi, je les amène toujours à voir ça comme lorsqu'on fait une démarche d'accompagnement, moi, je leur dis, c'est comme magasiner, tu sais. On sait que dans ton garde-robe, tu as ton travail, ça existe et tout ça, puis de les amener, alors d'avoir une conception de magasiner, c'est pas parce qu'on magasine ailleurs, qu'on regarde ailleurs, qu'on sait maintenant qu'est-ce qu'on veut. Les amener à magasiner puis à explorer autre chose. Puis aussi, des fois, je les amène à lire des offres d'emploi, à discuter. Alors, ça les amène à diminuer leur stress, leur anxiété, puis dire, ils se trouvent avec plus de contrôle à choisir qu'est-ce que je veux. Est-ce que je retourne
dans qu'est-ce que j'ai dans mon garde-robe, dans l'emploi que j'ai, ou y a-t-il des meilleures avenues pour moi? Et c'est sûr, quelles que soient les choses, après, on travaille sur si tu retournes, qu'est-ce que tu vas faire de différent? Comment tu vas travailler différemment avec la surcharge de travail? Conflit, ben là, on peut expliquer un conflit avec gestionnaire, avec la culture de l'entreprise qui peut avoir changé. Alors là, on travaille sur l'aspect de la communication. Moi, je travaille beaucoup l'aspect de communiquer différemment, communiquer pour qu'ils puissent se sentir davantage respectés. On travaille donc sur mettre les limites, apprendre à dire non. C'est tellement des choses qu'il retourne chez son employeur ou qui décide d'aller ailleurs. Je travaille sur les mêmes choses. Communication, puis être capable de reconnaître c'est quoi tes capacités, c'est quoi tes limites, puis c'est correct. On a tous nos limites ou nos... Des fois, j'aime pas ça utiliser limites, mais tu sais, jusqu'où tu as le goût de t'investir dans la compagnie, puis c'est correct là, de dire, moi ici, j'arrête, puis j'ai une autre vie par la suite, puis c'est correct. Là, c'est un contrat qu'on a avec un employeur. Des fois, je leur dis, c'est pas ton mari, c'est pas ta mère, c'est pas ton père, c'est un contrat de travail. Ben, On c'est est qu'il y a engagé. il y a des limites qu'on subit, mais il y a des limites qu'on choisit aussi. Puis je pense que c'est dans le dernier cas que ça peut être constructif pour la personne. Mhm. Écoute, je trouve ça intéressant. Ce qu'on a pu voir, on peut voir avec toi, ben, je réinsiste là-dessus. Tu sais, l'idée de processus et c'est intéressant dans ce que tu nommes différents trucs et tu sais, des avenues de travail. Donc, on voit qu'il y a possibilité de passer de cheminer au travers de Mhm. tout ça. Toi, de ton côté, Amélie, il doit y avoir certainement des choses dans ce qui vient d'être dit par Nathalie qui ressemblent, mais en même temps, peut-être que tu as des Je vais essayer particularités. de pas être redondante, mais quand même présenter le mien, mon processus qui revient de fond pas mal au même. Euh, je dirais que d'entrée de jeu, on parlait tantôt, j'essaie de faire les liens avec ce qui a été nommé et rapporté par toi, Louis, mais de créer l'espace pour la disposition. Moi, c'est hyper important d'entrée de jeu, d'arriver et se déposer. Euh, et je vais utiliser beaucoup le terme acceptation. Il faut arriver en premier lieu à accepter, reconnaître. Il faut toujours reconnaître la situation pour pouvoir cheminer, mais d'accepter on est là juste comme à bras ouverts, c'est ça qui est ça. On part de là. Maintenant, on crée un espace-temps pour pouvoir reconnecter avec soi. Fait que c'est un peu ça dans un deuxième temps que j'amène les gens à faire, c'est de parce que c'est une décentration de soi, en fait, quand on s'est rendu là. Donc, c'est de revenir avec des petits plaisirs au quotidien qui coûtent rien. C'est que ça, au début, les exercices moi, que je vais faire pour se recentrer, reconnecter. Parce que si j'ai pas cette connexion-là avec moi, comment je vais arriver de toute façon à faire des choix nouveaux ou anciens? Évidemment, c'est possible, mais ça peut être par essai-erreur. Donc, pour que ce soit très intégratif comme démarche, ben moi, je passe quand même du temps pas mal là-dessus. Ce qui va nous amener à pouvoir créer un certain recul, donc pouvoir avoir un regard sur la situation, un peu comme Nathalie, tu le disais, sur ce qui était les bons coups d'avant. Donc, dans une approche plus orientée vers les solutions, on va aller voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, les bons coups, tout ça. Puis, j'aime bien faire des allers-retours sur le processus et sur le contenu. Donc, je fais souvent des petits bilans sur mais quels sont les gains depuis qu'on a commencé? Quels sont, tu sais, dans quel état tu es arrivé, quels sont les gains bénéfices, puis quels sont les défis et besoins qui demeurent à l'heure actuelle. Donc, pour que la personne se positionne elle-même, puis en même temps, ben moi, je peux venir valider mes hypothèses, où est-ce qu'on en est, puis on le construit comme ça ensemble. Ça l'amène à s'auto-observer, qui est un outil de développement de l'autonomie pour plus tard, quand je serai plus là aussi, parce que c'est ce qu'on veut. Et puis, c'est ça, dans le fond, c'est de travailler à nouveau l'identité, qui est... Quand Patricia, tu disais, c'est quelque chose qui est identitaire, dans le fond, c'est comme ça qu'on peut le nommer, puis c'est là-dessus qu'on travaille. Quand tu t'investis, tu t'engages beaucoup dans ton travail, ben c'est une redéfinition de soi maintenant, parce que si j'ai autant donné, je pourrais plus autant donner à un moment donné, c'est pas ça le but. Donc, qui suis-je professionnellement parlant? Ce que j'aime bien appeler la trame de fond. Moi, je reviens avec ça, c'est qu'est-ce qui me drive, moi, dans le fond, indépendamment d'un titre d'emploi? Si je reviens à ça, je reviens à moi, je reviens à mon centre et que je sois conseillère d'orientation, ingénieur, psychiatre, je peux être en train d'identifier quel est le problème sur quelque chose. Si c'est ça la fonction qui, moi, me rend heureuse, et oui, là, je parle de moi,
Bien, quand j'utilise cette fonction-là, ben je reviens à moi, donc ça va mieux. Fait que c'est ce que j'appelle la trame de fond. Et un peu comme tu disais, Nathalie, travailler les limites, c'est pas le fun effectivement comme terme, mais où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux investir? Moi, j'appelle ça le terrain de jeu. Fait que c'est un peu de dire dans quel terrain de jeu tu as envie de jouer, tu sais. Il n'y a jamais rien de parfait, mais avec quel scénario le moins pire tu peux dealer, tu sais. Parce que évidemment, les impondérables de la vie, il y en aura, des stress, il y en aura toujours. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de gérer comme terrain de jeu, puis comment? Jusqu'à quel point? Est-ce que c'est grave si dans le carré de sable, il y a du sable qui déborde? OK, attends un petit peu. Mais si ça arrive d'arriver souvent, est-ce que je vais aller jouer dans ce terrain-là ou pas? Je vais peut-être prendre les modules. Fait que je vais beaucoup avec des images aussi comme ça. Ouais. Fait que travailler la gestion des émotions, la gestion des pensées, évidemment, les pensées irrationnelles beaucoup. Donc, les scénarios dont tu parlais tantôt, Nathalie, puis la capacité de prise de décision. Donc, de revenir à soi pour être capable de faire ses propres choix en fonction de qui on est. C'est vraiment un retour à cette source-là, moi, je trouve. Ben, les deux, vous parlez beaucoup de recentration ou même de centration. Dans ton cas, Amélie, tu nommais, ce qui est intéressant aussi, c'est l'aspect acceptation, reconnaissance. Tu sais, dans le processus, on dit que c'est important de ramener la personne dès le départ à quand j'arrive dans le processus, est-ce que j'accepte la situation telle qu'elle? Et est-ce que je suis bien dans ma conscience? Est-ce que je suis disponible? Je suis dit tantôt, Nathalie parlait de disposition plus émotionnelle, cognitive, etc., mais disposition situationnelle. Je suis là. Puis, au fur et à mesure d'être capable de se reconnaître. C'est une habileté, être capable de se reconnaître. On peut vivre le processus, mais on construit quand on se reconnaît des choses. J'ai le goût de vous amener dans un angle sur l'intervention, puis là, on pourrait embarquer Patricia là-dedans. Il y a une expression qui dit la vie est un long fleuve tranquille, n'est pas un long fleuve tranquille, en fait. Un processus, là, avec une personne en épuisement professionnel, quand je vous écoute, je pourrais penser, je fais exprès, là, que c'est progressif, qu'on part du début, on chemine, puis ça mène vers un bonheur. C'est-tu toujours facile? Y a-tu des difficultés que vous pouvez rencontrer? Y a-tu, des fois, l'expérience des, tu sais, Patricia parlait que c'est un syndrome, là. Ben, à quel moment, de quelle manière ça vient participer dans le processus, ça, la façon d'être de la personne, ce qui l'habite, ce qui l'envahit? J'ai beaucoup de questions, mais grosso modo, la question, c'est, est-ce que c'est un long fleuve tranquille, un processus où faut s'attendre à certaines choses? Non, moi, c'est pour ça que je mets l'emphase dès le début sur vraiment déposer les choses. Parce que c'est le bout où c'est moins tranquille, je dirais, là. Parce que la personne, quand elle arrive, là, quand je dis accepter, reconnaître, ben, tu sais, quand on était fort trop longtemps, là, quand dans le profil, là, type que tu parlais, Patricia, je reprends pas nécessairement les termes que tu as utilisés, là, mais parce qu'ils m'échappent, mais si j'ai été forte trop longtemps, je me définis comme ça, c'est mon identité, c'est comme ça que je me reconnais, c'est comme ça qu'on me reconnaît. Et là, j'arrive et ça ne fonctionne plus. Un, je ne fonctionne plus. Deux, qui suis-je? Et que vais-je faire? C'est complètement, comme tu disais, Nathalie, la confusion. Donc, c'est sûr que si on se dépose pas là-dedans puis qu'on n'essaie pas d'accepter la situation puis de dire, OK, wow, stop, on va juste... Je sais qu'il y a un énorme changement qui se passe en ce moment. C'est fondamental. Mais on va y arriver. Accepte de me faire confiance, accepte qu'on prenne le temps. Mais c'est sûr que moi, je trouve que c'est le début qui est pas le fleuve tranquille du tout. Une fois que ça s'est installé, ça peut un petit peu mieux naviguer, là. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, Nathalie? Je suis d'accord avec toi, puis je te dirais que le fait que je travaille aussi avec les pôles, tu sais, parce que ils ont toujours le goût de pitcher le bébé avec avec l'eau du bain, tu sais. Alors moi, j'y vais avec eux. OK, on pitch le bébé, mais moi, je leur dis toujours, on va mettre le bébé puis l'eau du bain, on va le laisser sur une étagère. Et lorsqu'on les amène à prendre un recul de leur employeur, de leur rôle, de qu'est-ce qui les a amenés à s'épuiser, puis de leur donner l'espace à explorer autre chose, quand on commence à explorer autre chose, ils sont comme emballés,
mais en étant emballé, il y a à un moment donné des peurs qui arrivent. Alors là, on fait la pendule, là, ils revoient le bon côté de leur emploi et tout ça. Alors, je trouve que plus on s'approche d'aller ailleurs, ça les ramène à vouloir retourner dans le confort, dans ce qu'ils connaissent. Plus ils retournent vers ça, là, ils réalisent que, oh my God, finalement, non, c'est pas correct. Alors, je trouve le fleuve tranquille, il est pas tranquille pendant, pour moi, souvent, tout le processus, puis c'est correct. Tu sais, moi, j'aime jongler puis dire, c'est en jouant avec en balançant ensemble qu'à un moment donné, tu vas te déposer en quelque part, puis tu vas pencher plus vers la droite ou plus vers la gauche. Je trouve que pour des conseils d'orientation, j'imagine que les psychologues, les ergots, on va tout nous mettre là-dedans. Ça nous demande, les conseillers, d'avoir une présence, d'avoir une capacité à jongler, puis à les suivre moi, je les suis, mais en même temps, j'ai une direction. Je veux les amener on va passer au travers l'océan, là, la grosse tempête, on va passer au travers, tu sais. Mais ça demande du doigté. Je pense que tous les conseillers vont le dire. Ça demande du doigté, ça demande d'être alerte, ça demande d'être capable de les suivre, puis, on jongle avec beaucoup de choses. Je trouve que quand on travaille avec cette clientèle-là, c'est pas un processus d'orientation, Un, deux, trois, quatre, là. ouais, clean, là. Mais c'est Euh, super le fun. C'est ouais, ma c'est ça. passion, comme tu disais, c'est ma force, comment t'as dit ça, ma force tranquille? Ouais, ma motivation intrinsèque. Mm. Tout au long pendant que Nathalie, Amélie vous expliquiez le processus, je voyais Patricia qui hochait de la tête. Est-ce qu'il y a des choses parmi lesquelles ils ont été dites Oui, qui te marquent ou que tu tiens à souligner? Oui. oui, je dirais que tout fait du sens pour moi, c'est que j'entends. Puis l'effet que l'épuisement professionnel, c'est quelque chose qui s'installe dans les temps, ben, ça fait en sorte que aussi l'intervention, les rétablissements prend du temps. Se rétablir d'un épuisement professionnel, ça peut prendre jusqu'à 2 ans. Hein. Donc, vous voyez la complexité, puis comme toutes les choses qui touchent la reconstruction de l'identité ou de concepts centraux comme l'estime de soi, les sentiments d'être compétente, ça prend le temps pour se retrouver. Euh, Ce que j'ai aussi le goût de dire, c'est que dans un monde idéal, on accompagne l'individu à se reconstruire, à se retrouver et aussi on peut euh, former, enseigner à l'organisation quelque chose. Parce que si on rétablit notre client et on le renvoie dans les mêmes milieux de travail où rien n'a changé, ben, la rechute va être là Mm. dans pas longtemps. Donc, euh, on- c'est normal qu'on met beaucoup d'efforts dans l'intervention avec la personne cliente, donc au niveau individuel, mais je pense que c'est important d'envoyer un message aujourd'hui aussi de travail, de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire à l'organisation, comment ça se fait, que personne dans l'organisation s'est interrogé ou avoue ce qui était en train de s'installer dans la personne qui tombe en épuisement professionnel. Parce que, comme je disais, c'est quelque chose qui s'installe dans le temps. Donc, oui, réfléchir avec la personne, comment ça s'est fait qu'il t'a pas posé des limites, qu'il t'a pas communiqué tes besoins, tes sentiments, comment ça s'est fait qu'il t'a pas écouté la fatigue qu'il t'a ressentie. Mais en même temps, comment ça s'est fait que la communication avec ton supérieur immédiat n'était pas là? Comment ça s'est fait que les ressources dans l'organisation n'étaient pas là? Comment ça s'est fait que tu as dû travailler avec une pression constante, avec un stress professionnel chronique pendant si longtemps? Donc, il y a quelque chose à faire aussi au niveau organisationnel pour un peu déresponsabiliser aussi une personne qui est en train de souffrir d'épuisement professionnel et qui donc se sent déjà coupable, qui a déjà un certain niveau de honte, parce que on se rappelle tout le temps, la personne qui tombe en épuisement professionnel, la victime typique, généralement, c'est vraiment quelqu'un qui aime son travail, qui est super investi, qui est productif, qui est efficace. Donc,
il y a quelque chose à faire au niveau organisationnel, je crois. Mais à apporter aussi cet autre versant-là, là, parce que souvent on peut focaliser juste sur l'individu, puis ça amène un sentiment de responsabilité individuelle face à ça, mais il y a aussi une responsabilité organisationnelle, puis on pourrait même rajouter une responsabilité sociale si ça se trouvait aussi. Ben, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait un très bon tour là, du processus. Puis un peu, Patricia, tu mets la table là, pour la dernière question qu'on va traiter ensemble. On entre dans l'année 2023. Donc, les sociétés évoluent, les gens évoluent, les connaissances évoluent, les pratiques évoluent. Donc, aujourd'hui, comment devrait-on mieux penser l'épuisement professionnel selon vous? Amélie. Ben, j'allais dire, dans le fond, je pense il y a beaucoup d'éducation à faire, d'information, de sensibilisation, hein, que ce soit comme Nathalie le mentionnait tantôt, au niveau de la prévention des rechutes. Une fois on s'est rendu là, il y a de l'éducation puis de la prévention à faire, mais je pense qu'il y a de la prévention à faire avant de se rendre là aussi. Donc, peut-être capable de reconnaître qu'est-ce que c'est l'épuisement. Ben, le connaître, le reconnaître, en parler davantage, peut-être plus de diffusion. Puis sur, évidemment, la gestion du stress. Puis de voir peut-être où est-ce que ça va conduire. Fait que je pense qu'il y a un point, une pierre angulaire qui est l'éducation, d'une part, auprès des individus, puis certainement, comme le mentionne Patricia, au niveau des organisations. Je sais que dans certaines organisations, il va y avoir une ouverture à ça, sans doute parce qu'il y a des gens qui sont passés proches ou qui ont vécu ce genre de situation-là, mais c'est les organisations où c'est pas arrivé, je pense qu'il va falloir effectivement les sensibiliser, les rejoindre en tout cas d'une certaine façon, là. Votre côté, Nathalie, Patricia? Moi, je suis totalement d'accord. Il y a énormément d'éducation à faire auprès des entreprises et surtout de former les gestionnaires, les directeurs, les gens qui gèrent des équipes de travail, d'être capables de reconnaître les symptômes, d'être capable de reconnaître des comportements qui pourraient amener vers un épuisement professionnel, puis après les avoir formés, les sensibiliser à ça, de reconnaître les symptômes, les signes d'alarme, les signes avant-coureurs. Après, c'est de leur montrer à ces gestionnaires-là, ces directeurs-là, comment communiquer, comment parler, parce que souvent, moi, qu'est-ce que j'entends des gestionnaires, c'est comme, c'est pas ma job, c'est pas, puis c'est comme ni, il faut parler ouvertement des choses pour être capable de trouver un équilibre entre les besoins de l'organisation puis le besoin de l'individu. Puis si elle est débordée ou lui est débordé, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'équipe? Est-ce que on peut revoir? Des fois, durant la pandémie, j'entendais des entreprises dire, ben, je pense qu'on est rendu à l'étape qu'on doit revoir un peu, est-ce qu'on doit prendre autant de contrats que ça? Alors, à un moment donné, c'est de revoir son modèle d'affaires. Puis, je pense que les grosses entreprises, les grosses organisations, les moyennes, les petites, de revoir, mais avec l'équipe que j'ai, c'est quoi notre capacité de productivité, des rendements, surtout lorsqu'il y en a qui tombent au combat en épuisement. Alors, l'éducation, la sensibilisation, cette couche-là puis je sais que durant la pandémie, il y a eu beaucoup de programmes où ils ont donné de la formation, mais je pense que la formation, sensibilisation, mais après les accompagner, c'est beau de faire une formation, mais après dans le day-to-day, quand ça leur arrive, tu sais, nous, on est formés, on a des bacs, des maîtrises pour Patricia, un doctorat, toi, Louis aussi. On est formés pour pouvoir faire ça. Ces gestionnaires-là, je pense qu'un accompagnement pour être capable de soutenir différemment pour essayer d'éviter des épuisements, ça serait tellement simple, premièrement, pour l'organisation, parce que quand ils perdent des joueurs, ça l'aide pas ceux qui restent. Excellent. Puis, ben, écoute, Patricia, je vais te laisser le dernier commentaire, le dernier propos à cet égard-là. Toi qui formes des futures conseillères et conseillers d'orientation, qui fait de la recherche sur le sujet dans une perspective où tu souhaites qu'un message soit livré, mais aussi entendu.
Comment devrait-on mieux penser l'épuisement professionnel? Oui, ben je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Amélie et Nathalie viennent de dire, l'importance absolue de travailler au niveau de prévention primaire. Donc, tout ce qui peut renforcer les facteurs de protection de l'épuisement professionnel, donc donner plus de latitude décisionnelle, de contrôle, d'autonomie sur le travail de la personne, l'importance de la reconnaissance du travail fait, l'importance du soutien qui émotionnel, instrumental qui probablement est un peu manqué pendant la pandémie qu'on est en train de vivre et qu'on a vécu pendant les dernières années. L'importance de prévoir des opportunités de développement des carrières. Donc, avoir l'espoir que même si on est dans une période de surcharge émotive ou physique au travail, ben, on a l'espoir que ça va se terminer parce que l'épuisement professionnel, ça s'installe quand cet espoir est plus là. Donc, pour terminer, une note positive, je dirais que de plus en plus, il y a un intérêt sur les enjeux de santé mentale au travail. Donc, il y a une tendance au niveau des subventions de recherche, au niveau de formation. On parle dans nos programmes d'études, à l'UQAM, beaucoup de santé mentale au travail. Donc, on est en train de former les nouvelles générations de plus en plus à traiter avec des personnes vulnérables ou avec des personnes qui sont au risque de tomber en épuisement professionnel, entre autres. Et aussi, j'aimerais envoyer un message important pour tous les conseillers en orientation et les professionnels qui travaillent en relation d'aide. Ben, nous sommes aussi à risque de tomber en épuisement professionnel. On est sollicité par la souffrance de beaucoup de personnes. Donc, il faut quand même qu'on se rappelle que pour aider les autres, ben, on doit être en forme nous-mêmes. Donc, Hmm. on doit se prendre soin de nous-mêmes aussi avant de pouvoir aider les autres. Excellent. Ben, je pense qu'on va avoir fait ensemble un très bon tour là, d'horizon de l'enjeu d'épuisement professionnel. Juste avant qu'on se quitte, ben, je tiens à vous remercier. Amélie Gendron, Nathalie Martin, vous êtes toutes les deux conseillères d'orientation avec une pratique privée au sein de laquelle vous travaillez régulièrement là, avec des personnes en situation d'épuisement professionnel. Donc, lorsque cette capsule est diffusée, on pourra voir au bas de celle-ci là, des mentions pour en savoir un peu plus à votre sujet. Patricia Villotti, professeure, chercheur en développement et counseling de carrière, entre autres sur la question là, de l'épuisement professionnel. Merci à vous trois pour votre participation. C'est certain que vous allez pouvoir informer, voire même aider des gens par rapport à cette problématique très contemporaine. Merci beaucoup. Merci à toi, Lucie. Merci. Merci, Louis. Au cours de cette capsule, nous avons pu échanger avec une professeure experte et deux conseillères d'orientation spécialisées sur la question de l'épuisement professionnel. Nous avons plus particulièrement éclairé davantage ce que c'est, mais aussi ce que ce n'est pas qu'un épuisement professionnel. À ce propos, il était possible de mieux comprendre quel est l'état cognitif, affectif, comportemental ou encore sensoriel d'une personne en épuisement professionnel, notamment lorsqu'elle fait appel au service d'une personne conseillère d'orientation. Sur cet élan, nous avons cherché à mieux comprendre également comment se déroule un processus d'orientation avec une personne en épuisement professionnel ou encore en sortie de cette situation, de manière à l'aider à mieux reconnecter avec ses ressources, ses forces, ses limites, mais aussi ses valeurs, ses besoins. Nous avons également examiné des stratégies possibles, des stratégies adaptatives de fonctionnement au travail, mais aussi de retour au travail, sinon des avenues possibles à privilégier en vue d'une réorientation de carrière. Enfin, nous avons examiné la part qui appartient à l'individu, mais aussi celle qui pourrait appartenir à l'organisation, voire à la société, en ce qui concerne le mieux-être au travail des individus. Merci aux personnes collaboratrices à cette capsule. Tout d'abord, Amélie Gendron, conseillère d'orientation clinique spécialisée en santé mentale, qui offre ses services également en pratique privée. Nathalie Martin, également conseillère d'orientation, présidente
d'Enjeux Carrière, conseillère en gestion de carrière, coach et auteur, et également auteur de l'ouvrage Vaincre le burn-out, se reconstruire et éviter les rechutes aux éditions Idéo. Enfin, Patricia Villotti, professeure à la section counseling de carrière de l'Université du Québec à Montréal, dont les recherches et l'enseignement portent entre autres sur l'épuisement professionnel et les populations vulnérables au travail. Enfin, un merci pour ceux qui contribuent à réaliser le montage de cette capsule, Marc Dalpé, concepteur multimédia, ainsi que Lise Lachance, professeure à l'Université du Québec à Montréal, section counseling de carrière. En mon nom, Louis Cournoyer, professeur à cette même section counseling de carrière de l'Université du Québec à Montréal. Merci, je souhaite vous dire merci d'avoir pris soin de visionner cette capsule et à une prochaine capsule. Au revoir.